Salut à tous, c'est Sylvain, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve ce lundi pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions. Alors avant toute chose, un petit retour sur ce week-end, la vidéo de la semaine dernière spéciale derby avec une belle réussite puisque les trois résultats en 1 et 2 que j'ai donnés sont passés. Donc vous aviez le match nul entre Everton et Liverpool qui est passé à 4, la victoire du Milan AC contre l'Inter qui était à plus de 3 et la victoire du LOSC contre Lens qui est passé à 1,85. Donc on a même déjà reçu des tickets ce matin, donc si vous aviez combiné les trois, certains l'ont fait, vous auriez passé une cote à 23. J'espère que vous avez profité, si vous avez des tickets, envoyez-les. N'hésitez pas à nous liker, à nous suivre, à vous abonner, à en parler autour de vous, c'est énormément de travail, donc un peu d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Mais on va pas s'endormir sur nos lauriers, il y a encore beaucoup de travail cette semaine, donc je vous ai fait une petite vidéo avec l'analyse des 3 matchs des clubs français en Ligue des Champions cette semaine, donc c'est parti. On commence bien sûr par le PSG qui reçoit Manchester United. Alors je ne vais pas rappeler encore une fois toute la symbolique de ce match. 1 an et demi après ce fameux huitième de finale, donc les retrouvailles du PSG avec Manchester United en Ligue des Champions. C'est quand même un match bien différent de ce qui s'était passé sur la Ligue des Champions il y a 2 ans. Premièrement parce que c'est la phase de poule et que le PSG, même quand il joue contre les très gros, a toujours été performant dans cette phase de groupe sous l'ère des Qataris. Donc on se rappelle, ne serait-ce que l'an dernier, ils avaient gagné 3-0 et fait match nul 2 partout contre le Real. L'année d'encore avant, c'est 2 nuls contre le Napoli, je pense que vous vous en souvenez, et un statu quo contre Liverpool avec une victoire 2-1 au Parc et une défaite 3-2 à Anfield. On se souvient que l'année encore avant, ils avaient battu le Bayern 3-0, donc le PSG qui négocie bien les matchs contre les gros en phase de poule qui a toujours été performant à ce stade de la compétition. La deuxième chose, c'est aussi que cette équipe de Manchester, c'est pas la même. Ce qui avait choqué à l'époque, c'était que cette équipe de Manchester était décimée et s'était imposée au Parc quasiment avec une équipe de remplaçants. Et bien sûr, immédiatement, on avait mis cette défaite sur le compte d'une grosse faillite mentale du côté des Parisiens. Sauf que depuis, on a ce PSG qui a atteint la finale de la Ligue des Champions dans la bulle. Donc clairement, ils ont passé un cap dans l'approche et la psychologie de cette compétition. Et j'ai envie de dire que maintenant, il leur reste à confirmer dans un contexte entre gros guillemets normal, si tant est qu'on aille au bout de cette Ligue des Champions dans des conditions normales, c'est-à-dire avec une deuxième phase avec des matchs aller-retour, qui vont être séparés par 3 semaines, avec des rencontres de Ligue 1 au milieu, des blessures, la gestion de l'effectif et tous les jours des articles dans l'équipe pour parler du parcours du PSG. Donc en fait, c'est tous ces petits des éléments dont ils ont été grandement libérés grâce à la bulle. On a envie de voir comment le PSG va les gérer cette année et si vraiment il va y avoir du mieux. Pour ceux qui suivent un peu la NBA, le parcours du PSG sur le restart, c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé pour le Heat de Miami, qui a atteint la finale NBA. Donc je pense qu'à l'échelle du foot, c'est le PSG qui est l'équipe qui a le plus bénéficié de l'effet bulle sur la Ligue des Champions de la saison dernière. Tout l'enjeu est de rééditer sur cette édition qui, on l'espère, ne sera pas trop perturbé. Alors regardons un petit peu les forces en présence. Donc après un début de saison marqué par 2 défaites contre Lens et l'OM, on a cette équipe du PSG qui a vraiment lancé sa saison et qui vient d'enchaîner 5 victoires consécutives en Ligue 1. Il reste sur un 6-1 contre Angers et 4-0 contre Nîmes ce vendredi, avec un doublé de Mbappé qui a déjà énormément joué ces derniers jours. Puisqu'on parlait de problèmes liés à la gestion de l'effectif, justement, ça va démarrer fort puisqu'on est en plein dedans. Dans ce groupe avec Leipzig et Istanbul Basak,
Le PSG commence en affrontant son adversaire sur le papier qui semble le plus dangereux, c'est-à-dire Manchester United. Entre les blessures, les suspensions et les joueurs ménagés, le PSG avait déjà énormément d'absents pour le match contre Nîmes. On avait Marquinhos, Di Maria et Kurzawa qui étaient suspendus, Verratti, Draxler, Bernat et Icardi qui étaient blessés, Kehrer qui n'était pas prêt à revenir et Danilo Pereira qui était cas contact de CR7 en sélection. Donc prenons quelques nouvelles de l'effectif parisien à J-1. Donc on a la titularisation de Di Maria qui ne fait aucun doute. Donc on devrait avoir le triangle offensif habituel du PSG avec Di Maria, Mbappé et Neymar. Tandis que Kurzawa, qui était aussi suspendu, sera mis en concurrence avec Bakker qui a été plutôt intéressant lorsqu'il a joué. À côté de ça, on a Danilo Pereira donc, qui est de retour dans le groupe après un test négatif. Il s'est entraîné hier pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers et il va postuler à une place pour ce match. Hier, on a aussi Marquinhos et Draxler qui se sont entraînés à l'écart du groupe, mais on peut envisager a priori un retour des deux joueurs pour la Ligue des Champions. Par contre, donc Marquinhos devrait être utilisé en défense aux côtés de Kimpembe. D'ailleurs Kimpembe, dont la performance sera pour le coup un peu scrutée, puisque c'est lui qui avait précipité l'élimination du PSG il y a 2 ans. Donc voilà pour les nouvelles de l'effectif. Tout ça en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, puisque les Parisiens vont passer un test Covid ce lundi après-midi, donc à voir s'il n'y a pas de nouveaux problèmes. Alors par contre, donc on a toujours Verratti, Icardi, Kehrer et bien sûr Bernat qu'on n'est pas prêt de revoir, qui sont forfaits. Et a priori Paredes qui est sorti blessé contre Nîmes. Parlons maintenant un petit peu de Manchester United. Un début de saison très compliqué puisqu'on a 2 défaites en 4 journées en Première Ligue. Défaite à domicile contre Palace 3-1 et surtout une humiliation encore une fois à la maison contre Tottenham 6-1. On a une victoire qui tient du miracle à Brighton 3-2. Donc Brighton qui avait touché plusieurs fois les poteaux et qui encaisse un penalty tout au bout des arrêts de jeu, quasiment au bout de 10 minutes d'arrêt de jeu. Donc au final, on a seulement le match de ce week-end qui est un petit peu rassurant pour Manchester United. Victoire 4-1 à Newcastle. Même si les Red Devils ont marqué 3 fois dans les 5 dernières minutes, ils ont encaissé un but au bout de 2 minutes de jeu et ils ont en plus raté un penalty par Bruno Fernandes. Si on regarde ce début de saison, j'ai envie de dire que si on regarde la défense de Manchester qui est quand même en souffrance, je pense que la charnière Maguire-Lindelof peut souffrir face à l'attaque du PSG et notamment face à la vitesse de Mbappé. Sur ce match-là, les Parisiens sont quand même largement favoris et je pense qu'ils peuvent s'imposer et bien démarrer leur campagne de Ligue des Champions. Donc je vais prendre la victoire des Parisiens et c'est une cote à 1,60. Alors on passe rapidement sur le deuxième match, donc Rennes qui va affronter Krasnodar. Première participation à la Ligue des Champions pour le Stade Rennais qui a hérité d'un groupe pas vraiment évident avec Chelsea et Séville et ils entament leur campagne à domicile contre Krasnodar pour ce qui semble être le match le plus abordable. Ces Rennais, ils sont actuellement 3e de Ligue 1 à 2 points du leader lillois, toujours invaincus, donc ils ont démarré la saison en fanfare, un bon match nul à Lille et 4 victoires consécutives contre des équipes pas évidentes, donc ils battent Montpellier, ils gagnent à Nîmes, ils gagnent contre Monaco et ils gagnent à Saint-Etienne dans ce qui avait été un match entre leader potentiel. Alors après c'est quand même moins bien depuis 2 matchs puisqu'on a 2 nuls assez moyens. Contre Reims, 2 buts partout et ce vendredi à Dijon, 1 partout. Cela dit, pour ce match contre Dijon, on avait Nzonzi qui était suspendu et Kamavinga qui avait joué sur le rassemblement de l'équipe de France et seulement rentré après l'heure de jeu. Donc par contre, pour ce match de Ligue des Champions, on a Rennes qui pourra compter sur sa plus grande force, c'est-à-dire son milieu de terrain, puisqu'ils seront tous là, donc on devrait avoir un milieu avec Nzonzi, Kamavinga et Bourigeaud, ainsi que le capitaine Damien Da Silva qui était également suspendu contre Dijon, qui sera de retour. Donc moi j'ai envie de dire qu'on a une équipe de Rennes qui sur le mercato s'est donné les moyens de jouer efficacement dans cette Ligue des Champions
Et contrairement à l'OM qui parfois me fait un peu peur, Rennes a la profondeur de banc pour jouer sur tous les tableaux. Si on regarde, on a l'ancien gardien de Dijon, Gomis, qui est venu remplacer Mendy dans les buts. On a Rennes qui a enrôlé la pépite belge Doku, hein, qui a joué ses premières minutes à Dijon et qu'on pourrait à nouveau voir rentrer contre Krasnodar. Donc on a eu beaucoup d'apports, Guirassy, hein, qui a réussi son intégration, Martin Terrier, donc, qui a marqué contre Dijon, d'Albert, et donc on a Rougani, hein, qui à terme va être intégré dans l'équipe, qui a l'expérience en défense de ces saisons à la Juve, hein, donc vraiment un recrutement intéressant. On a une équipe de Rennes, je l'ai dit, qui est toujours invaincue et qui a montré de belles certitudes dans le jeu au moment de découvrir cette Ligue des Champions contre un autre néophyte, hein, cette équipe de Krasnodar avec l'ancien Marseillais Rémi Cabella, hein, qui a aussi marqué ce week-end d'ailleurs. Mais alors, cette équipe de Krasnodar, hein, début de saison un peu difficile en Russie, ils sont seulement 7e après 11 journées. Donc j'ai envie de dire que les Rennais ont l'occasion de se lancer dans la course, au moins à la 3e place de ce groupe, du bon pied en s'imposant. On sait que les néophytes en Ligue des Champions, ça peut bien se passer. On l'a vu avec l'Atalanta l'année dernière. Donc pourquoi pas Rennes, hein, qui développe un bon jeu. Donc au moins à la maison sur ce match-là pour commencer contre l'adversaire a priori le plus faible du groupe, c'est-à-dire Krasnodar. Je vois les Bretons s'imposer aussi et c'est une cote à 1,78. Et alors pour finir, hein, donc les matchs des clubs français, l'Olympique de Marseille, hein, l'OM qui va se déplacer en Grèce sur la pelouse de l'Olympiakos. C'est enfin le retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. On se rappelle du gros échec de la dernière campagne, hein, où ça avait fini avec 6 défaites. Mais alors après, les Marseillais étaient dans le groupe de la mort, hein, avec Naples, Dortmund et Arsenal. Cette année, on a a priori une mission qui semble plus abordable avec Manchester City, Porto et donc l'Olympiakos. On peut estimer que au moins la 3e place et même éventuellement la 2e place semble accessible, hein, pour les hommes d'André Villas-Boas. Donc la plus grosse difficulté à mon sens, c'est que ce soit Porto ou l'Olympiakos, c'est des équipes qui, contrairement à l'OM, sont tous les ans en Ligue des Champions et ont vraiment l'habitude de ces matchs à haute intensité en milieu de semaine. C'est justement ce qui me fait peur pour les Marseillais. C'est ce calendrier très resserré à cause du Covid, la répétition des matchs à haute intensité et surtout le manque de profondeur d'effectifs et de banc de cet OM. Donc si on regarde un petit peu, hein, on a dans les arrivées, on a Michael Cuisance, hein, qui va être un apport intéressant, mais tout le reste des recrues, à mon sens, c'est pour créer un banc qu'on n'avait pas du tout l'an dernier et pour compléter l'effectif. Donc on a Pape Gueye, hein, qui est un grand espoir du milieu de terrain, qui était un des meilleurs joueurs de Ligue 2 l'an dernier. Et à côté de ça, donc on a Nagatomo, Balerdi et Luis Enrique. Alors vu les moyens, c'est un recrutement assez malin, mais j'ai peur que ce soit quand même un peu juste pour jouer en même temps les premiers rôles en Ligue 1 et envisager une qualification en Ligue des Champions. Donc ce sera à suivre. D'ailleurs, c'est un peu ce qui ressort du début de saison de l'OM en championnat, hein, puisque si on regarde les débuts, on a 2 victoires contre Brest et surtout contre Paris dans le Classico. Mais ensuite, on a une défaite contre Saint-Étienne et 3 nuls compliqués, hein, dès que les matchs ont commencé à s'enchaîner. On a vu ce week-end que quand cette équipe de l'OM avait 2 semaines pour préparer un match, ils étaient au top. Et ça s'est traduit par cette victoire 3-1 contre Bordeaux en faisant exploser, hein, l'une des défenses qui était encore, avant le match, l'une des meilleures de France à ce moment-là. Le problème, c'est qu'effectivement, on a un gros enchaînement de matchs, hein, avec cette Ligue des Champions qui se profile pour l'OM et qui m'inquiète un peu. Comme Rennes, l'OM joue contre l'Olympiakos, qui est a priori l'équipe la plus abordable du groupe. Dans son histoire, l'OM a déjà joué 2 fois en Coupe d'Europe là-bas et s'est imposé à chaque fois. Donc l'OM, hein, qui va retrouver du côté de l'Olympiakos Valbuena, et on aura aussi M'Vila et El Arabi du côté de l'Olympiakos, hein, des anciens de Ligue 1. On va voir ce que ça donne, sachant que le match suivant, l'OM recevra Manchester City. Et quand on voit ce que Lyon a proposé pendant le Final 8 contre City, je pense que l'OM peut exceller dans le même registre. Si on regarde un petit peu les matchs, on a quand même une équipe de l'Olympique de Marseille qui est difficile à analyser, car c'est une équipe ultra réaliste et
hyper efficace, une équipe qui est capable de tenir un bon résultat en jouant en bloc, en faisant preuve de beaucoup de solidarité et de volonté. Si on regarde vraiment le détail des matchs intéressants de l'OM sur ce début de saison en Ligue 1, on regarde contre Paris, c'est 34% de possession, 5 tirs, 1 but et la victoire au bout. Contre Lyon, 1 partout à 10, 32% de possession, 3 tirs, 1 but. Et même là, contre Bordeaux, donc dans ce match gagné 3-1, c'est 6 tirs, 4 cadrés et 3 buts. De plus en plus, donc quand je parle de l'OM, je fais un petit parallèle avec l'équipe de France de Didier Deschamps. Ça joue pas toujours forcément un football champagne 100% du temps, mais ça peut faire très très mal à ses adversaires à la moindre nano-occasion. Si on ajoute à ça qu'on a une hyper efficacité sur les phases arrêtées, on a mine de rien une équipe qui peut créer des surprises dans cette Ligue des Champions. Donc même si ce sera très compliqué, ce rêve, ça passe par une victoire en Grèce. Ce sera pas un match facile de toute façon car l'Olympiakos est invaincu, mais ça reste à relativiser du fait du niveau du championnat grec. En plus, ces Grecs, ils ne pourront pas totalement bénéficier de l'appui du stade qui est toujours bouillant, puisque la jauge de spectateurs est limitée. Vu la cote intéressante à 3,10, je tente la victoire de l'OM en Grèce. Si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez bénéficier d'un gros bonus d'inscription sur TheBet, l'un des plus gros bonus du marché, un bonus global de 150 €. Par exemple, si la victoire de l'Olympique de Marseille vous plaît, vous pouvez miser vos 100 € de bonus sur ce pari-là et vous pourriez remporter 310 €. Et si l'OM ne s'impose pas en Grèce, donc vous récupérez 100 € de free bet pour continuer de jouer et vous pouvez même aller chercher 50 € de bonus supplémentaires sur vos mises suivantes. Ajoutons à ça une petite promo sympa autour de TheBet sur cette Ligue des Champions. Donc pour l'occasion, on a l'opérateur qui propose des concours et des free bets à gagner sur tous ses réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et en plus, il y a une offre assez cool, je trouve. Vous pouvez parier sur le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc c'est un pari spécial, vous le trouverez dans les menus. Il suffit que ce pari finisse par 0,20 centimes. Donc vous misez sur le meilleur buteur de la compétition, par exemple 1,20 €, 2,20 €, 3,20 €. Donc je sais pas, par exemple, vous pariez 1,20 € sur Mohamed Salah, meilleur buteur de la compétition. Et sachez qu'à chaque fois que Salah marquera dans cette Ligue des Champions, vous recevrez 1 €. Donc c'est toujours bon à prendre, je trouve, et c'est une promo assez sympa. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue des Champions vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à donner vos pronos, à liker, à en parler autour de vous, à vous abonner à la chaîne, tout ça. On a vraiment besoin d'encouragement. Et nous, on se retrouve en live dès demain avec Sarah, donc je crois que c'est 18h30. Vérifiez sur Facebook, mais on se retrouve, je détaillerai toute la carte de ce mardi soir avec vous. Je vous souhaite une bonne Ligue des Champions, de bons paris et de bons gains. Bonne journée à tous.